Mesdames et messieurs, il est l'heure du Flash Info. Bienvenue à toutes et à tous. Et voici les faits qui ont marqué l'actualité ces dernières heures. À l'est de la République démocratique du Congo, l'Ouganda, une autre puissance en œuvre, à la manœuvre discrète dans ce conflit qui secoue l'est de la République démocratique du Congo. L'Ouganda y est militairement présent depuis des années et joue sur le territoire de son voisin un jeu à multiples bandes. Analyse pour l'Afrique, l'agence France Presse, AFP, des experts qui pointent pour certains son ambiguïté envers Kinshasa. L'armée ougandaise a lancé à la fin de 2021 l'opération Shuja, qui signifie héros en swahili, dans les provinces frontalières de l'Ituri et du Nord Kivu pour combattre aux côtés des forces congolaises alliées ADF et des rebelles d'origine ougandaise responsables de massacres. Kampala est présent depuis des années à l'ouest de ses frontières et joue sur le territoire de son voisin un jeu, comme je le disais tantôt, à multiples bandes. Au Proche-Orient, Israël promet de continuer à mener ses frappes sur Gaza et assure que désormais les négociations sur la libération des otages ne se dérouleront que sous le feu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti mardi que les attaques qui ont fait plus de 400 morts, selon le Hamas, n'étaient que le début. On regarde tout ça dans ce reportage signé TV5 Monde. En à peine 2 mois, les Palestiniens de Gaza ont-ils eu le temps de trouver un peu de répit? Rien n'est moins sûr. Seule certitude, en une nuit, les habitants de l'enclave sont revenus dans le monde d'avant le cessez-le-feu du 19 janvier. Nous sommes revenus à la case départ, à zéro. Cette nuit nous a rappelé que la guerre est toujours là, une fois de plus. Combien de temps ça va durer? En tant que citoyen, je ne pardonnerai pas à ceux qui ont abandonné notre cause, qu'ils soient dirigeants arabes ou étrangers. De la ville de Gaza au nord, à Khan Younes au sud en passant par Deir el-Balah, les frappes israéliennes, sans précédent depuis le début de la trêve, ont tué. Pour la plupart des enfants, des femmes et des personnes âgées, selon un porte-parole de la défense civile à Gaza. À une demi-heure de Khan Younes, le camp d'Al-Mawassi, cette zone humanitaire devenue un camp de déplacés très densément peuplé, a lui aussi été touché. C'est le bruit des frappes qui nous a réveillés cette nuit. On est sortis des tentes pour aller dans la rue. La situation s'est brutalement aggravée. Les tentes étaient en feu, les femmes se sont mises à crier et les enfants étaient terrifiés. Nous avons couru vers eux et on a commencé à sortir les blessés et les morts. Au petit matin, on dénombrait déjà une centaine de corps rien que dans les morgues des hôpitaux de Khan Younes. Des hôpitaux et leur personnel de nouveau à cran, le cessez-le-feu ne leur ayant visiblement pas permis de reprendre leur souffle. Même pendant le cessez-le-feu, l'occupation n'a pas autorisé l'entrée d'équipements médicaux, d'appareils et de consommables médicaux indispensables au maintien du système de santé et du fonctionnement des hôpitaux. L'occupation a détruit plus de 22 hôpitaux et seuls 7 fonctionnent désormais partiellement. Côté israélien, le retour des frappes meurtrières sur Gaza est justifié par le refus répété du Hamas de libérer des otages. Dans un communiqué, le gouvernement a même promis d'agir contre le mouvement islamiste avec davantage de force à l'avenir. Nous ne ferons preuve d'aucune pitié envers nos ennemis. Soyons très clairs, Israël ne s'arrêtera pas tant que tous nos otages ne seront pas rentrés chez eux. Nous ferons clairement savoir au Conseil de sécurité de l'ONU que s'il veut mettre fin à la guerre à Gaza, il devra veiller à ce que les otages reviennent en Israël. Nous sommes déterminés à les ramener. De son côté, le Hamas a annoncé travailler avec les médiateurs internationaux pour, selon ses termes, freiner l'agression d'Israël, lui reprochant d'avoir renié ses engagements relatifs à l'accord de cessez-le-feu. Ces frappes de la nuit dernière sur Gaza ont eu lieu avec l'aval de Washington. D'après la Maison-Blanche, Israël a consulté la présidence américaine avant de lâcher ses bombes. Dans le Maghreb à présent, direction Algérie, 1 an de prison avec sursis contre l'influenceuse franco-algérienne Sophia Bellman. La prévenue s'est fait connaître pour ses outrances dans les vidéos publiées sur TikTok et Facebook. L'affaire a été mise en délibéré le 15 avril. Vous dites, madame, que c'est une façon habituelle de parler et que les mots dans le dictionnaire ont un sens et qu'ils ont
et qu'ils en ont un autre sur TikTok. Mais vous vivez sur quelle planète? La présidente de la 6e chambre du tribunal correctionnel de Lyon, Brigitte Vernet, s'efforce, mardi 18 mars, de conserver son calme. Elle a face à elle une tornade, Sophia Bellman, 54 ans, influenceuse franco-algérienne, interpellée le 9 janvier, 2 jours après un signalement sur la plateforme Pharos, pour des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Et le Canada qui supprime sa taxe sur le carbone, le nouveau Premier ministre libéral Mark Carney est devenu l'une des mesures écologiques emblématiques de son prédécesseur Justin Trudeau, qui était critiqué par l'opposition conservatrice. Avec la légalisation du cannabis, la taxe sur le carbone reste une des mesures emblématiques de la décennie de Justin Trudeau à la tête du Canada. Mais dès le 1er avril, elle appartiendra en partie au passé. Le 9 mars, lors de son discours de victoire comme le chef du Parti libéral du Canada, Mark Carney a désavoué cette mesure écologique conçue pour faire baisser les émissions de CO2. Quand je vois quelque chose qui ne fonctionne pas, je le change, a-t-il asséné devant son prédécesseur. Regardons tout ceci dans un reportage signé Info Canada. Ça sent déjà la campagne électorale. Pierre Poilievre, dans une aciérie ontarienne, s'attaque encore à sa cible de prédilection, la taxe carbone. Qu'un gouvernement conservateur va éliminer la taxe carbone au complet. Il parle ici de la taxe carbone industrielle, celle qui s'applique seulement aux grands émetteurs, comme ceux des secteurs pétroliers, de l'acier ou du béton. Ça va permettre nos entreprises d'investir cet argent-là dans les emplois, dans la technologie, d'élargir leur production et avoir des plus grands marchés. Le système de taxe carbone industrielle fixe des cibles d'émissions pour les entreprises. Celles qui polluent plus paient une taxe, celles qui polluent moins reçoivent des crédits qui peuvent ensuite être revendus aux entreprises plus polluantes. C'est le politique le plus important quand nous parlons des gaz à effet de serre. En fait, ça représente de 30 à 40 % de toutes les réductions de gaz à effet de serre au pays et, selon cet expert, à faible coût. Pour l'industrie pétrolière, ça coûte l'équivalent d'un Timbit pour chaque baril de pétrole. Un système que Pierre Poilievre veut maintenant éliminer. Il compte à la place récompenser les secteurs qui gardent leurs émissions en dessous d'une moyenne mondiale qui reste à définir. Si on taxe l'énergie, on taxe l'acier et les emplois. En gros, plus de subventions pour les technologies propres, mais moins d'obligations de résultats, une plus grosse carotte, mais sans le bâton. Une erreur selon ses adversaires politiques. Les changements climatiques sont une réalité qui existe encore. Rendre la pollution gratuite, ce n'est ni sérieux ni responsable. On doit assurer que les grands pollueurs doivent payer pour leur pollution. Sans compter que si les entreprises canadiennes ne paient pas leur prix sur le carbone ici, elles devront, dès l'an prochain, payer des tarifs carbone pour avoir accès au marché de l'Union européenne. Ça va être beaucoup plus cher pour les exportateurs canadiens qui exporteraient vers l'Europe par rapport au système actuel là, au Canada. Mark Carney a voulu couper l'herbe sous le pied des conservateurs en abolissant la taxe carbone aux consommateurs vendredi. Aujourd'hui, avec son annonce, Pierre Poilievre essaie de rattacher ce boulet aux pieds des libéraux à quelques jours d'une campagne électorale. Ici Christian Noël, Radio-Canada, à L'Orignal, dans l'Est ontarien. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.